Est-ce que ma voix porte bien au fond? Vous m'entendez? Un peu plus. Bonjour, donc je m'appelle Christophe Brossier. Je suis un entrepreneur dans le domaine des technologies numériques, notamment de la 3D. J'ai fondé une société il y a une dizaine d'années qui maintenant a été à une autre aventure et je suis sorti de cette aventure. Mais j'ai eu, grâce à ça, l'avantage de vivre la mondialisation du point de vue des nouvelles technologies et des entreprises innovantes qui recherchent des capitaux auprès du capital risque. Donc j'ai ce bagage-là avec moi et je peux en parler. Et je suis également l'auteur de 2 brevets internationaux sur le domaine de la 3D. Donc je connais bien le domaine de la propriété industrielle et des brevets. Depuis 3 ans, à peu près, 3-4 ans, j'ai prolongé une veille qui était une veille uniquement technologique vers une veille plus sur des problèmes de société et des problèmes globaux, en me posant la question de où va le monde. Donc c'est une question très large et je mène une veille prospective sur de très nombreux sujets que je ne vais pas aborder ce soir, mais qui m'ont permis progressivement d'acquérir des points de vue nouveaux et après avoir épousé des idéologies libérales, puisque j'étais très dans la mondialisation, j'ai découvert, grâce à Internet, grâce à l'intelligence collective d'Internet et aux conférences, des concepts qui m'étaient étrangers, et j'ai donc eu un éveil citoyen autour de la souveraineté, grâce aux conférences d'Asselineau par exemple, grâce à Étienne Chouard sur la démocratie, et bien d'autres personnages, Paul Jorion sur les problèmes de la finance, Pierre Jovanovic. Et puis de fil en aiguille, je suis une centaine de personnes qui sont pratiquement inconnues des médias mainstream. Et puis j'ai rencontré le cercle Aristote dans mon parcours. Donc le prisme dans lequel je mène cette veille sur les technologies du numérique, c'est un prisme, toujours je le regarde sous le regard de la souveraineté et de la démocratie. Et c'est assez alarmant quand on le regarde de ce prisme-là et qu'on a quitté le point de vue du technophile passionné par toutes les nouveautés. Alors, en guise d'introduction de cette conférence, je vais, avant de vous faire un exposé qui sera une sorte de panorama du numérique, à la fois Internet et à la fois intelligence artificielle robotique, je vais commencer par vous donner ma vision actuelle de la chose et mon intuition sur les grandes forces qui sont en train de se mettre en place. Alors, c'est un point de vue qui peut être discutable, mais c'est le mien et c'est dans cette vision que que vous verrez la suite. Donc, je pense que l'humanité est en train de prendre une nouvelle bifurcation dans son histoire. L'humanité a vécu... alors ce que j'entends par une bifurcation, c'est un changement technique ou sociétal qui change complètement la vision du monde qu'on a et qui change l'ordre social, ou tout du moins la façon de faire société. Ces grandes bifurcations, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est de l'ordre de l'invention du feu, de l'agriculture, de l'écriture, de la roue, de la voile, de l'imprimerie, de la révolution industrielle, de la société de consommation. Chacune de ces bifurcations provient d'un changement de paradigme et a changé notre façon de faire société. Dans chacune de ces bifurcations, il y a des gagnants et des perdants avant que le système se stabilise. Et là, nous avons la chance, ou la malchance, de vivre de notre temps une nouvelle bifurcation. Et cette bifurcation a ceci d'original qu'elle
elle impose deux changements de paradigme en simultané, contrairement souvent aux bifurcations précédentes. Et alors je vais vous dessiner ces deux changements de paradigme. Le premier, c'est l'émergence d'une société en réseau. C'est né avec l'Internet, mais les réseaux sociaux ont d'un seul coup révélé la puissance de cet outil qui impose de nouveaux codes et qui fait que les systèmes anciens d'information, de savoir et de pouvoir pyramidaux sont remis en cause par des systèmes horizontaux, participatifs, dans lesquels la société civile est en réseau, discute d'égal à égal entre pairs. Maintenant, avec l'avènement d'outils numériques de délibération d'intelligence collective ou de démocratie participative, les choses vont en s'accélérant dans ce sens. Il y a deux... donc ça, c'est le premier changement de paradigme. Dans ce changement de paradigme, il y a deux scénarios possibles que je ressens et que je vais vous exprimer tout de suite. Soit nous allons vers plus de démocratie citoyenne avec plus de conscience et une capacité de redonner de la puissance à l'État-nation, qui est l'ultime protecteur contre la domination de sociétés privées, ou bien à l'inverse, grâce ou à cause de cette mise en réseau, on va vers une atomisation de la volonté générale, par une sorte de libertarisation des esprits, ce qui entraînerait à terme la dislocation des États-nations. Donc ce même outil peut avoir deux tranchants. L'un des problèmes de cette mise en réseau, c'est que les algorithmes qui contrôlent ce réseau n'appartiennent pas aux citoyens. Ils sont entièrement dépendants de sociétés privées et américaines. Et ces sociétés privées ont pour objectif implicite la disparition des États-nations, pour imposer leur volonté. Le deuxième paradigme, le deuxième changement de paradigme que nous vivons en direct, et qui est d'importance égale au premier, puisque le premier fait émerger une intelligence collective, eh bien, nous sommes en train de vivre l'apparition de machines intelligentes, d'une intelligence artificielle, concurrente de l'intelligence collective, ou du moins qui peut s'y opposer, on va le voir après. Le problème à nouveau, c'est que ces machines, principalement, appartiennent à des sociétés privées transnationales ou sont sous le contrôle d'une puissance hégémonique et dont la finalité en fait de ces intelligences artificielles, en fait elles servent le capital et l'hyperclasse qui possèdent ces entreprises, et le but ultime c'est un avènement d'un capitalisme 2.0 dans lequel l'humain serait marginalisé et déclassé, et en grande partie avec une société où on aurait 20% de personnes actives et 80% de personnes vivant d'un subside de survie. Donc ces deux paradigmes imposent ou vont devoir nous faire choisir, si encore on a un choix, entre deux choix de société. Et ce choix est masqué aujourd'hui, il y a une sorte de guerre civile numérique, inconsciente et inavouée, entre les citoyens et cette hyperclasse. Nous allons soit vers un glissement progressif vers un système politique totalitaire, dirigé par cette hyperclasse mondialisée. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous suggère de regarder le film Elysium. Le scénario n'est pas terrible, mais le fond de l'histoire vous montre une société clivée en deux, avec des transhumanistes d'un côté, je vais revenir sur ce terme plus tard, et le reste de l'humanité clochardisée de l'autre. Donc voilà, on va vers un système soit totalitaire,
où les algorithmes sont contrôlés par cette hyperclasse et les intelligences sont sous le contrôle de cette hyperclasse, soit vers une reprise, une démocratie forte, armée d'un État-nation fort, capable de décider par elle-même du bien commun et qui gardera sous son contrôle les algorithmes, ses territoires numériques, les machines intelligentes et les tentations de domination d'une hyperclasse mondialisée. Voilà, ça c'est le sentiment que j'ai après avoir fait cette veille, cette accumulation de faits, c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Donc maintenant je vais vous présenter un panorama de ce qui se passe, à la fois de ce que vous connaissez déjà, notamment sur l'Internet et les réseaux, de la face obscure. Edward Snowden nous en a dévoilé une partie, mais je vais vous détailler des choses. Et puis après, donc, je vais vous parler de l'avenir, de l'intelligence artificielle qui est en train de naître depuis 5 ans, de la robotisation, et puis je finirai par les implications dans le monde du travail et dans la démocratie. Donc, je vais commencer par vous parler de la face visible de l'iceberg Internet. Je vais reprendre une citation de Charles-Édouard Bouet, qui est le dirigeant du cabinet conseil Roland Berger, qui a mené une étude sur le travail et qui dit ceci: Internet a créé un continent virtuel dominé par les GAFAM, Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, et les BATX, ce sont les Chinois équivalents de GAFAM, je ne vais pas vous les citer. Dans le monde de demain, les grands groupes du numérique auront l'avantage sur les nations et sur les individus. C'est le groupe Roland Berger qui a mené cette étude, qu'on va voir plus tard. Vous le savez sans doute, l'Internet français est dominé, voire colonisé par des sociétés américaines, et toute la vie numérique des Français passe pratiquement par des sites et des applications d'une puissance étrangère. C'est une évidence de le dire, mais je vais vous faire, je vais vous faire une liste un peu à l'après-vert de noms que vous fréquentez tous les jours, de noms de marques que vous fréquentez tous les jours, et vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point cette présence extérieure est présente. Et il faut bien se rendre compte qu'à chaque fois que les Français parcourent l'Internet et qu'ils sont sur des sites ou des applications américaines, en fait, leur cloud numérique voyage dans des serveurs aux États-Unis. Ils ne sont pas derrière leur clavier, ils sont réellement, leur vie numérique se passe dans un autre pays. Donc je vais vous citer des noms que vous connaissez tous, mais pour vous montrer que cette accumulation est absolument vertigineuse. Alors, système d'exploitation, Windows, macOS, iOS, iPhone, Google Android. Les applications Store, Apple App Store, Google Play. La musique, iTunes, Napster, Spotify. Spotify est un Européen. Le web, Internet, les explorateurs web. Internet Explorer, Safari, américain. Recherche, Google, Yahoo, Bing, Microsoft. Vos emails, Gmail, Hotmail, Yahoo Mail. Les réseaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, messagerie instantanée, WhatsApp, Messenger Facebook, visioconférence, Skype, Google Hangouts, GoToMeeting, WebEx, photo, Instagram, Picasa, Flickr, Snapchat, Pinterest, Photolia, un Français qui est devenu américain, vidéo, YouTube, Vimeo, Netflix, le cloud, Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive, application de travail, Google Doc, Office 365, Evernote, OneNote, Salesforce, voyage et transport, Google Maps, Booking, Uber, Yelp, TripAdvisor, Expedia, Hotels, vente, Amazon, eBay, Groupon, banque, PayPal. Voilà, j'ai fait un tour un inventaire qui n'est sans doute incomplet, des sites américains. Je vais vous donner quelques noms français qui me sont venus, j'en oublie peut-être que vous pourrez dans les questions les citer.
Pour la France, ça tient en deux lignes. Dailymotion, vente privée, Viadeo, Quant, je vous conseille ce site qui est un concurrent de Google et qu'il faut supporter, BlaBlaCar, Opodo, qui est européen, Le Bon Coin, Fnac, Cdiscount, Mythic, Deezer. Voilà, on a fait... Après, vous avez évidemment les sites de médias, mais je ne les ai pas mis dedans. Je citerai juste en open source, parce qu'il faut le savoir, l'open source est important puisqu'il ne dépend pas d'un pouvoir privé. Firefox, Thunderbird, LibreOffice. Linux, le système d'exploitation Linux représente 2% de l'activité numérique des Français. Voilà. Je suis désolé pour avoir cité en longueur ces noms, mais ça vous donne le vertige numérique de ce qu'est notre souveraineté aujourd'hui sur l'Internet. Maintenant, je vais vous parler de la face sombre de l'Internet. C'est-à-dire la phase que vous ne voyez pas en direct, mais cette phase qui vous surveille, qui monitore les populations et qui vise à les contrôler numériquement. En 2013, à l'été 2013, on a eu, pour certains en tout cas, un choc en apprenant ce qu'on subodorait plus ou moins, mais Edward Snowden révèle au monde les activités de la NSA qui espionne le monde entier. L'État américain évalue la perte par ces révélations d'Edward Snowden à 15 ou 50 milliards de dollars. Il faudrait que je retrouve le chiffre, je le cite de mémoire. Hein. Mais le simple fait d'avoir révélé au monde les activités de la NSA a fait qu'un grand nombre de sociétés dans le monde ont commencé à s'intéresser à ne plus utiliser des services pour lesquels ils étaient dépendants. Vous imaginez bien que lorsque des sociétés s'envoient par email des projets de brevets, des projets de contrats, tout ceci est trié aux États-Unis et renvoyé vers les concurrents avec la plus grande discrétion par la NSA. Donc, je vais vous détailler, alors je ne pourrai pas rentrer à chaque fois parce que il faut que je fasse court, hein, mais je vais vous détailler un certain nombre de choses qu'on a apprises sur l'Internet sombre depuis que Snowden a fait ses révélations. Alors ça dépend soit de Snowden, soit d'autres révélations avec Wikileaks. On apprend que l'Allemagne est le bras armé de la NSA en France pour espionner la France. Enfin, en Europe pour espionner la France. On apprend le projet PRISM, qui est en fait un système de portes dérobées pour lequel toutes les sociétés américaines qui ont des serveurs aux États-Unis sont obligées de se soumettre, et la NSA a donc un accès à tous les comptes de toutes les personnes qui utilisent ces services. Facebook, tous les noms que je vous ai donnés avant ont une porte dérobée pour la NSA. On apprend que la NSA a un Google interne qui s'appelle XKeyscore, qui permet, en tapant le nom de n'importe quel citoyen, de donner toutes ses identités à travers toutes ses backdoors, toutes ses portes dérobées. On apprend que la NSA a monté depuis des années un programme qui s'appelle Bull Run, qui n'est pas un programme informatique, qui est un projet, qui est un plan, qui vise à payer des salariés taupes dans toutes les sociétés qui font des grandes applications ou dans les sociétés qui font des logiciels de cryptage pour introduire par ces salariés des portes dérobées pour la NSA. On apprend que les puces qui sont dans nos ordinateurs ont été subvertis pour que les nombres aléatoires ne soient pas aléatoires, mais que cela permette à la NSA un nombre restreint de combinaisons lorsqu'il recherche des cryptages. On apprend que Intel, depuis un certain nombre d'années, dans tous ses processeurs, depuis 4 ou 6 ans, je ne sais plus, à côté de ces processeurs, il y a une petite puce GSM qui permet, si vous avez la mallette qui convient proche d'un ordinateur, de pouvoir visiter ce qu'il y a dans cet ordinateur. On apprend que depuis 2 ans,
toutes les puces Intel ont un backdoor qui permet une téléassistance, ça c'est la raison invoquée, donc une téléassistance officielle et invisible de tous les ordinateurs. On apprend que des virus sont capables de s'attaquer au BIOS, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des virus qui ne fonctionnent même pas sur le Windows, mais qui sont carrément sur le système avant que Windows soit lancé. On apprend que des virus communiquent par ultrasons d'un ordinateur à l'autre pour pouvoir franchir les barrières des intranets. Je pourrais vous en citer un certain nombre encore. La NSA considère tout utilisateur de Tor ou de Linux comme un quasi-terroriste. Les conséquences de tout ça, par exemple, l'affaire Alstom. Sans rentrer trop dans le détail, mais elle démarre simplement d'un échange d'emails. Alstom tente de corrompre, lors d'un contrat international, une cible, un client potentiel. Ces échanges se font par un email et le client utilise un Gmail ou un Hotmail américain. Et donc la NSA répertorie la chose, puisque des programmes robots lisent tous vos emails, Gmail, Hotmail, etc. Et la justice américaine est saisie, et en vertu du fait qu'un service américain, sous loi américaine, ait été utilisé dans une tentative de corruption, la justice américaine s'en saisit et accuse Alstom, enfin demande des comptes à Alstom. Alstom refuse, parce qu'il considère que la justice américaine n'a rien à voir dans cette affaire, vu que la personne qui aurait pu être corrompue n'était même pas un Américain, c'était un Brésilien ou je ne sais plus. Et l'affaire traîne, et un jour, un membre du board d'Alstom passe en transit aux États-Unis, il est arrêté, il va rester 14 mois dans une prison de droit commun, et il va servir de monnaie d'échange dans toute l'affaire que vous avez vue. Et donc c'est une extorsion, un vol en bande organisée dont le bénéficiaire final est General Motors, General Electric. Pardon. Donc juste pour vous montrer à quel point cette perte de souveraineté en numérique peut avoir des conséquences. Alstom ne serait pas passé du côté américain, sans doute, sans cette perte de souveraineté. Depuis les affaires des attentats de Charlie Hebdo, on a vu un déploiement en France de lois équivalentes ou supérieures au Patriot Act américain, et aujourd'hui le français, par les services français, mais est autant écouté que les Américains. On se moquait de leur Patriot Act, aujourd'hui on est dans un système légal supérieur, plus dur que le Patriot Act américain. Alors, comme les Français utilisent des services Internet par des algorithmes américains et dans des serveurs américains, et que toutes les communications entre l'utilisateur et ses services sont cryptées, vous savez, le HTTPS. Eh bien, quand vous êtes sur Facebook ou Google et que vous avez un HTTPS, les services de renseignement français ne peuvent pas savoir, n'ont pas la clé, a priori, de savoir ce qui se passe. Donc en fait, ils sont dépendants de la CIA, de la NSA, pour savoir ce qui se passe derrière le compte Facebook d'un Français, ou la vie numérique d'un Français. Et donc, il y a eu des tractations qui ont abouti aux accords lustres, qui sont des accords de réciprocité entre la France et les États-Unis, la France livrant l'intégralité de l'Internet africain, vu que les câbles sous-marins de France Télécom desservent toute l'Afrique et que l'Internet africain passe par les câbles de France Télécom. Donc la France délivre aux Américains l'Internet africain, en échange de quoi la France a droit à accéder aux backdoors des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, etc. Vous retrouverez, c'est officiel, il y a des articles dans Le Monde,
Tout ce que je vous dis là se retrouve facilement. C'est simplement l'accumulation de les mettre côte à côte qui donne le vertige. On apprend il y a quelques mois que la DGSI a passé des contrats avec une société privée américaine, une société privée dont le fondateur est la CIA, qui s'appelle Palantir. La France va délivrer tous les métadonnées des citoyens français, que ce soit les fichiers des impôts, de la police, de tout un tas de choses comme ça, à cette société Palantir, parce que cette société a une technologie presque unique qui permet de fusionner des bases de données de toute nature et de transformer toutes ces bases de données en une seule base de données. Et grâce à ça, cette société ne vend pas son logiciel mais vend son service, donc il faut amener ces données. Et je vous convie à aller sur internet et de chercher des démos de Palantir. Vous cherchez Fabrice Epelboin qui a fait de très bonnes démos de ça avec Palantir, et vous verrez, c'est absolument fulgurant. Ça permet de suivre des organisations humaines, de mafia et autres, de faire du prédictif, voilà. Donc la France a délivré les métadata de tous ses citoyens à une société de droit américain pour pouvoir, sous l'alibi du terrorisme. Alors, je vais vous parler maintenant de quelque chose qui est peu connu, le projet Minerva du Pentagone, qui est un projet de recherche dans le domaine de la sociologie et de la psychologie. Ils ont embauché tout un tas de psychologues et sociologues dans les universités pour trouver des méthodes de s'introduire dans les réseaux sociaux et dans les groupes d'idées dans les groupes humains politiques et autres, à travers les pays du monde entier, et de trouver les bonnes méthodes de manipulation et de trolling pour éviter une explosion sociale. C'est écrit comme ça. Vous cherchez Minerva, Pentagone sur internet, vous trouverez des choses. Il y a des traductions d'articles du Guardian. Alors, après vous avoir parlé de Minerva, je vais vous parler de deux sujets, vous allez faire la connexion. On apprend que, à propos de l'Ukraine, de ce qui se passe en Ukraine, et en fait ce qui se passe sur internet, une société allemande découvre que 15 000 programmes robots envoient, sitôt qu'on parle d'Ukraine sur Facebook ou Twitter, envoient des messages anti-russes à chaque fois qu'on parle de l'Ukraine sur Google. Donc il y a 15 000 programmes robots qui envoyaient jusqu'à 60 000 programmes par jour sur Twitter, et on découvre que les serveurs qui hébergent ces programmes sont localisés en Angleterre. Donc subversion de groupes humains en réseau. Donc ça porte un nom, ça s'appelle de l'astroturfing, c'est un nom un peu bizarre. Et voilà, ce type de méthode est utilisé, et ce ne sont pas les Russes qui les utilisent pour le coup, comme on le lit dans les journaux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne l'utilisent pas par ailleurs, mais sur cette affaire, ça n'était pas le cas. Une expérience, un professeur d'université de l'université de Georgia Tech à Atlanta accueille ses étudiants. Il a beaucoup d'étudiants à s'occuper, et il a des assistants avec lui, il a une dizaine d'assistants. Et donc il y en a qui sont physiquement, et puis il y en a qui sont plus loin, et donc qui correspondent par chat et par email. Et dans les 10 assistants, il y a un assistant qui n'était pas humain, qui s'appelait officiellement Emily Watson, et en fait derrière Emily Watson se cachait l'intelligence artificielle de IBM dont on va parler plus tard. Les étudiants ont mis 6 mois avant de se rendre compte que ce n'était pas un humain qui leur donnait tout un tas de conseils, et ils parlaient en langage naturel par internet. Donc si vous reliez ça avec l'expérience Minerva, avec le projet Minerva, vous avez ce qui pourra se passer dans le futur, c'est-à-dire des agents d'intelligence artificielle dont le but est de subvertir mise en réseau humain pour se rebeller politiquement ou pas.
Cambridge Analytica. Trump, il y a quelque chose qui relie Trump et le Brexit que vous ne connaissez pas. Ça s'appelle Cambridge Analytica, qui est une société britannique qui a permis, peut-être, l'élection de Trump et le passage du Brexit, en fait, qui a permis les quelques pourcents qui manquaient de passer d'un bord à l'autre. Cambridge Analytica, en fait, a profilé toute la population des États-Unis pour Trump, en fait 220 millions de personnes. Ils achètent tout un tas de fichiers, ils les mélangent, et à partir de 68 likes sur Facebook, ils savent si la personne, quelle est sa tendance politique, sa tendance sexuelle, sa couleur de peau, tout un tas de choses. Et en fait, le but du jeu, c'est de détecter les gens qui seraient capables de passer d'un bord à l'autre, ou de passer de non-électeur à électeur, et de leur envoyer via Facebook, vous savez, les petits messages sponsorisés que vous voyez dans votre fil d'actualité. Eh bien, on envoie un message qui est personnalisé. Si vous êtes latino, vous n'allez pas recevoir le même message que si vous êtes un redneck du Texas. Et ainsi de suite. Et donc, on arrive au marketing politique absolument personnalisé par niche. En fait, dans un article, il est dit qu'il y avait plus de 100 000 messages différents dans leur teneur qui ont été envoyés. Donc pas à 100 000 messages, mais 100 000 teneurs de messages différents en fonction de cibles différentes. Alors ça ne concerne pas directement Internet, mais depuis, vous l'avez sans doute entendu parler, tous les présidents français ont été mis sur écoute téléphonique par la NSA, Chirac, Sarko, Hollande. Et on apprend, là, il y a quelques jours de Wikileaks, que Wikileaks a publié les ordres de la CIA d'espionner les partis politiques français lors de l'élection présidentielle de 2012. Il y avait des agents à l'intérieur des partis. Bon, ça fait partie de la règle du jeu, mais de le savoir, c'est bien. Alors, donc là, je vous ai brossé le tableau de l'Internet. Maintenant, je vais vous parler de ce qui arrive, qui est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que un énorme mouvement idéologique s'est saisi de la Silicon Valley depuis quelques années, qu'on appelle le transhumanisme. Ce mouvement idéologique, c'est un mouvement quasi religieux qui vise à, en utilisant les technologies de dernière génération qui ont fait des bonds immenses en génétique, en intelligence artificielle comme on va le voir, ce mouvement idéologique prétend qu'il va allonger la vie, voire atteindre l'immortalité ou les 300 ans de vie ou les 1000 ans de vie à proche échéance. Le gourou de ce mouvement transhumaniste s'appelle Ray Kurzweil. Il est le patron des technologies transhumanistes de Google. Et Google s'est donné pour mission, dans 20 ans, de faire reculer la mort de 20 ans. Google a une très grosse activité dans les activités dans la génétique, plus que son savoir-faire de manier des big data, en fait, sert à décrypter l'ADN, à le comprendre et à le remodeler et à le réparer. Donc en fait, le transhumaniste prétend qu'avec les technologies, les nanotechnologies, c'est-à-dire les micro-robots, on va réparer le corps. En manipulant l'ADN, on va allonger la vie. Et tout un tas d'autres technologies. Et ce Ray Kurzweil prétend, alors ça peut être discutable, lui explique que en 2029, les machines intelligentes vont atteindre un point où il ne sera plus possible, en tout cas dans un dialogue en langage naturel avec elles, de reconnaître un humain d'une machine après un entretien poussé. C'est ce qu'on appelle le test de Turing. Et lui prétend qu'à partir de 2045, nous rentrerons dans une phase où les machines seront devenues tellement intelligentes que c'est elles qui porteront l'avenir de la science et on arrive vers un point où plus rien n'est prévisible. C'est très discutable, mais il faut savoir que beaucoup de gens y croient et qu'on a
technogourous en France, enfin, le mot n'est pas bien choisi, mais qui véhiculent cette pensée avec un certain nombre de points critiques. Mais vous avez des gens comme Laurent Alexandre qui en parlent très bien avec beaucoup de conviction, et d'autres que je pourrais vous citer après. En novembre 2016, le patron d'Intel annonce ceci lors d'une conférence à Paris, je crois. L'intelligence artificielle n'est pas seulement le prochain raz-de-marée de l'informatique, c'est aussi le prochain tournant majeur de l'histoire de l'humanité. À quoi sert l'intelligence artificielle? Elle sert à explorer des bases de connaissances en profondeur. Elle sert à faire des analyses tendancielles et des analyses prospectives, climatiques, environnementales, sociales, financières. Elle sert à gérer des risques dans l'assurance, le commerce, l'industrie, les risques naturels. Elle sert à décrypter le fonctionnement de l'ADN. Elle sert à la gestion de réseaux énergétiques complexes, comme les villes connectées, les réseaux, ce qu'on appelle les smart grids, les réseaux intelligents, à lutter contre la criminalité ou, au sens large, contre tout type d'organisation humaine qui s'oppose au pouvoir d'un gouvernement ou qui menace les intérêts d'une puissance étrangère. Alors à présent, je vais vous faire une sorte de... vous définir un certain nombre de termes que vous entendez parfois dans les médias, et pour comprendre l'intelligence artificielle, il faut que vous compreniez ces termes et ce qu'il y a derrière. Alors le mot Big Data, par exemple, que tout le monde entend, Big Data, ce sont des données géantes accompagnées d'une corrélation statistique. Ce que fait Google couramment, enfin, mais donc ce sont des banques de données massives qu'on ne possède pratiquement pas en France, puisque nous n'avons pas de grands faiseurs dans le domaine du numérique. Et ces bases de données géantes sont indispensables pour pouvoir développer des intelligences artificielles, comme on va le voir après. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que le cerveau humain apprend plus par répétition et par l'exemple que par des règles strictes qu'on lui enseigne, ou des enseignements figés. Donc l'intelligence artificielle vise à reproduire en fait cette capacité de l'esprit humain d'apprendre par l'exemple et non pas par des règles qu'on enseignerait directement. Alors, à la base de l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qu'on appelle le neurone artificiel. Le neurone artificiel, c'est un ensemble d'algorithmes qui imitent grossièrement le fonctionnement d'un vrai neurone par des méthodes statistiques. Un réseau de neurones artificiels, ce sont quelques milliers, quelques millions de neurones qui sont chacun mis en connexion et qui permettent la mise en œuvre par des méthodes statistiques, non plus entre deux variables, mais entre des millions de variables. Et des millions de variables, ça peut être des pixels d'une image. Donc on va essayer de trouver des corrélations lorsqu'on fait de la reconnaissance visuelle. On va faire de la corrélation entre tous ces pixels pour trouver des points, des traits, des courbes, par exemple, et de strate en strate, de couche en couche, on va décrypter un objet de plus en plus complexe jusqu'à déterminer que c'est une voiture ou un chat. Et donc ce ne sont que des corrélations statistiques et des mises en hypothèse et des priorisations d'hypothèses. Il n'y a pas d'intelligence au sens humain du terme, mais le résultat est un résultat qui est assimilable à de l'intelligence. Le machine learning, c'est l'ensemble des algorithmes qui concernent l'intelligence artificielle. Et en 2012, un bond est franchi. Il y a chaque année un concours qui s'appelle le concours ImageNet et qui regroupe tout dans le domaine de la reconnaissance d'images, qui regroupe tous les laboratoires du monde, et chacun s'affronte pour avoir le meilleur score et remporter la palme. Et jusqu'en 2011, le score d'échec
dans la reconnaissance d'image, c'est-à-dire on a des milliers d'images de chats ou autres, enfin reconnaître un chat d'une voiture, etc. Ça faisait des années que le score s'améliorait de 1 ou 2% par an, et on était à 26%, et l'année d'après, un Français arrive, Yann LeCun, on passe de 26% à 16%. Et en fait, il remet à jour une technique qui avait été imaginée dans les années 80, qu'on appelle le deep learning, avec des réseaux neuronaux. Et cette technique avait été laissée dans les tiroirs parce qu'on n'avait pas les capacités de calcul. Yann LeCun arrive, il bouleverse complètement la reconnaissance d'image. L'année d'après, on passe de 16 à 12%. Aujourd'hui, on est à 3% d'erreurs dans les images, à savoir que les humains sont à 5%. Donc la machine reconnaît mieux qu'un humain les images. Et donc ce Français, Yann LeCun, est aujourd'hui le patron de l'intelligence artificielle de Facebook. Alors, sur les réseaux, qu'est-ce que c'est que le deep learning? En fait, c'est l'utilisation des réseaux neuronaux que je vous ai décrit tout à l'heure. Simplement, jusqu'au moment où Yann LeCun amène ce concept, il n'y avait qu'une seule strate de réseaux neuronaux, et ça n'était pas suffisant. Donc il y avait, en fait, les humains pré-mâchaient les algorithmes, faisaient des algorithmes à la main, pour essayer lorsqu'on a une image à reconnaître, il y a trop de pixels pour un petit réseau neuronal de quelques milliers de neurones. Donc en fait, il y avait des astuces algorithmiques pour réduire cette image et qu'elle soit reconnaissable, par exemple en ensemble de traits ou autre. Et ce que propose le deep learning, c'est en fait d'utiliser des couches successives de réseaux neuronaux les uns en dessous des autres, jusqu'à 100 couches différentes. Et on a jusqu'à 100 millions de neurones en tout, qui fait que la première couche de neurones attaque les pixels de l'image, elle détermine où sont les points, les traits, les courbes, elle envoie à la deuxième couche ces points, ces traits, ces courbes, qui elle va essayer de trouver des formes géométriques plus complexes, et ainsi de suite, jusqu'à déterminer que l'ordinateur, enfin, l'intelligence artificielle est en train de voir une voiture, un chat ou une chaise. Et c'est indispensable dans les systèmes de conduite automatique dont on entend parler depuis un certain temps. Alors, avec ce concept de deep learning, il y a une chose qui est importante à comprendre. Quand la Google Car, par exemple, qui est cette voiture autonome, mais il y en a d'autres, hein, tous les grands constructeurs travaillent sur des concurrents de la Google Car. Lorsqu'une Google Car s'arrête au feu rouge, personne ne lui a enseigné de s'arrêter au feu rouge. En fait, elle a suivi des milliers d'heures de conduite qui ont été enregistrées par les voitures Google, vous savez, celles qui font le Google Maps. Ça a servi de base de données géante d'éducation au Google Car, et la Google Car a appris qu'une voiture qui se respecte s'arrête au feu rouge. Tout simplement. Personne ne lui a donné le code de la route, elle l'a appris par son apprentissage, par l'exemple. Alors, on vient de voir le français Yann LeCun. En 2012, IBM rachète la société Vivissimo et ses algorithmes de machine learning. Et le dirigeant, le dirigeant français qui s'appelle Jérôme Pessanti, dirigera désormais les 300 ingénieurs en charge du développement de la technologie Watson d'IBM. Vous savez, Emily Watson, l'assistante d'université, du professeur d'université, c'était ça. Pessanti. On a un ami d'enfance de la personne, ici. Donc il faut savoir qu'un an plus tôt, alors qu'il n'avait pas encore les technologies apportées par Vivissimo, Watson se faisait remarquer en gagnant l'équivalent de questions pour un champion américain, qui est le Jeopardy américain. Et en fait, alors c'était des algorithmes plus simples, mais en fait, IBM avait mis
tout Wikipédia dans les mémoires de l'ordinateur, et en langage naturel, il comprenait les questions posées par le Julien Lepers local, et il répondait en langage naturel avant tous les candidats, parce qu'il puisait, alors il avait Wikipédia et puis quelques bases de données sur le cinéma, puisqu'il y a beaucoup de... Enfin voilà. Et depuis, le machine learning a été installé, et pour vous donner un exemple, en novembre 2016, le Crédit Mutuel français déploie Watson dans ses serveurs, et Watson va trier les emails de tous les clients, répondre de lui-même aux questions les plus simples, et renvoyer, s'il y a des questions plus complexes, aux chargés d'affaires sur les questions plus complexes. Il peut également interférer, enfin appeler le client et lui parler en langage naturel. Watson donc fonctionne en mode cloud, c'est un gros serveur qui doit tenir dans une pièce de 10 mètres carrés. Chaque client de Watson, en fait, achète... Enfin, il y a un Watson par métier. C'est pas comme Google qui couvre tout. Vous avez des Watson qui sont chargés pour le médical, qui découvrent des... Donc, ils lisent... Donc, Watson est capable de lire des textes humains en millions de pages, et de lire toute la littérature médicale, toute la littérature financière, et d'établir des corrélations, des hypothèses, et de fournir des réponses en langage naturel, en justifiant pourquoi il a trouvé cette réponse. Et grâce à ça, on a trouvé, en quelques jours, Watson a trouvé pour guérir le cancer, alors qu'il aurait fallu des mois à des équipes médicales, simplement en établissant des corrélations entre des lectures de papiers médicaux. Watson est déployé dans des banques de fusion-acquisition. Il lit toute la presse financière, et il est capable, lors d'une discussion, de dire si telle société fait synergie avec une autre, et quelle est sa valeur, etc., de faire des bilans comptables, de comparer des choses, en instantané. La société au Japon, une société d'assurance vient de virer 30% de son personnel après avoir installé Watson. Voilà, un peu, enfin, même utilisation que dans qu'au Crédit Mutuel. Là, c'est des assurances, et Watson lit toutes les clauses des contrats et est capable de faire des diagnostics, enfin, il lit toutes les clauses, et il est capable de trouver la petite clause qui fera qu'on ne paye pas un client, ou ce genre de choses. Pour revenir à Facebook de tout à l'heure, donc Yann LeCun a été embauché en 2013 comme directeur des technologies d'intelligence artificielle de Facebook. Chaque jour, Facebook reçoit par téléchargement 1 milliard de photos de ses utilisateurs. Chacune de ces photos passe dans les algorithmes de deep learning inventés par Yann LeCun et son équipe, parce qu'il n'est pas seul, mais et en moins de 2 secondes, chaque photo... alors, aux États-Unis, l'application est coupée partiellement pour les visages, mais en Europe, l'application est coupée partiellement pour des raisons de droit. Mais aux États-Unis, chaque utilisateur, donc Facebook reconnaît toutes les personnes qui sont sur les photos, fait les corrélations d'une personne à l'autre. Et à chaque fois que quelqu'un, quand vous êtes sur Facebook et qu'il vous convie de donner le nom de la personne qui est sur la photo, en fait, ça lui permet d'identifier une fois, et sitôt qu'il a identifié 2 ou 3 fois la personne sur une photo, c'est bon, il l'a reconnue, et même il peut reconnaître les personnes de dos, s'il a eu plusieurs fois de dos. Le taux donc ça s'appelle Deepface, et le taux de reconnaissance est de 97%. Il reconnaît tous les objets dans une scène, la chaise, la moquette, le miroir, la caméra, tout ça.
Ah oui, évidemment, d'un point de vue textuel, tout ce que vous écrivez sur Facebook est analysé et sert d'entraînement en fait au deep learning de Facebook et les autres aussi. Hein. Mais ils en sont aujourd'hui à comprendre ce que vous dites, à comprendre vos émotions du moment en fonction de la façon dont vous vous exprimez. Et il comprend également l'ironie. En 2016, vous avez AlphaGo qui a gagné au jeu de Go contre le champion mondial. Ça se passe 19 ans après la victoire de Deep Blue d'IBM sur... donc AlphaGo, c'est la société DeepMind rachetée par Google qui a fait cet algorithme. Et donc cette victoire se situe 19 ans après Kasparov. On peut se dire, on a mis quand même beaucoup de temps avant de gagner aux échecs. Donc Kasparov, c'était les échecs. Le Go est beaucoup plus compliqué à modéliser en informatique que les échecs parce que le nombre de combinaisons est absolument exponentiel. Et donc, il y a 19 ans, après la victoire de Kasparov, un grand spécialiste de l'intelligence artificielle de l'époque avait déclaré qu'on n'arriverait pas à gagner au Go avant un siècle. Et donc, 19 ans plus tard, on gagne au Go et on gagne, Google gagne contre le champion du monde de Go et de façon brutale et irréversible, tout simplement parce qu'ils ont réussi à modéliser un algorithme qui simule l'intuition d'un joueur. C'est-à-dire que comme il y a trop de combinaisons à prévoir, l'algorithme réussit en regardant le jeu par intuition qu'il a apprise, on ne sait pas comment, enfin on lui a installé un algorithme qui déclenche l'intuition, mais on ne sait pas comment elle fonctionne en fait. Quand il regarde le jeu, il sait vers quel endroit, quelle zone de jeu il faut qu'il se concentre ses calculs parce qu'il pressent que par là il y a quelque chose à faire. Donc voilà, une amélioration logicielle qui permet de gagner un siècle par rapport aux prédictions de l'époque. Bon, Google, bien sûr, n'est pas en reste dans cette histoire. Il faut savoir que si vous avez déjà utilisé Google Translation, Google Traduction, depuis septembre dernier, il est passé d'un mode algorithmique assisté par des humains à un mode complètement deep learning. C'est-à-dire qu'il a appris comme Champollion avec la pierre de Rosette. Hein. On lui met un texte en anglais, un texte en français, et on lui en a mis des millions de pages, et il a compris comment fonctionnaient les... Il a compris ce qu'était un verbe, il a compris ce qu'était un mot, etc. Et alors, quelque chose de fascinant dans le deep learning, c'est les propriétés émergentes. Lorsqu'on crée une intelligence artificielle, on la crée dans un but précis et il arrive parfois, souvent, qu'elle fasse des choses qu'on n'avait pas prévues. Et c'est le cas de Google Translation en version Deep Learning, à savoir qu'il était prévu quand même dans ces algorithmes que pour les langues rares, on traduise par exemple l'irlandais vers l'anglais et de l'anglais au javanais. Quand on devait faire quand on devait traduire du javanais à l'irlandais, on devait passer par l'anglais qui était la langue standard entre les deux. Et on s'est aperçu qu'au bout d'un certain temps, eh bien, le deep learning ne passait plus par l'anglais et qu'il avait créé directement sa passerelle irlandais-javanais. En fait, il a un corps, il a des concepts qui ne sont plus rattachés à l'anglais, enfin l'anglais n'est plus le cœur, le mot pomme n'est plus centralisé sur Apple, il est centralisé sur un concept et Apple est relié à ce concept. Bien sûr, Google lit des millions de romans pour apprendre actuellement à améliorer son style d'écriture, à trouver les schémas narratifs qui sont plaisants au lecteur, à essayer d'écrire, de reproduire l'écriture de certains grands écrivains, à écrire comme.
et bien sûr à pouvoir bientôt vous proposer des services dans lesquels Google vous proposera de répondre à votre place à vos emails. Simplement, on vous posera une question, est-ce que tu réponds à l'invitation? Oui. Et monsieur, madame, je viendrai tel jour, etc. Donc en fait, on s'approche de ce qu'on appelle les assistants numériques, les assistants à l'intelligence artificielle, qui vont, en tout cas pour les GAFA, c'est un des grands enjeux. Ils veulent que vous ayez, chacun d'entre vous, que vous adoptiez un assistant à l'intelligence artificielle qui va s'occuper de vous, de votre vie numérique, de remplir vos impôts, de tout ce que vous n'avez pas envie de faire. Un assistant numérique va vous le faire et va vous poser en langage naturel les questions sur les 2-3 points sur lesquels il n'est pas sûr. En 2016, une université de Stanford a battu le score même de Facebook sur la reconnaissance de texte et le résumé de texte. En lisant les articles de CNN et de... donc il faut savoir que CNN et un autre média qui m'échappe a une particularité, c'est que tous ces articles ont un chapeau qui est le résumé de l'article. En 3-4 lignes, vous avez le résumé de l'article. Et donc, ils se sont servis de ça pour utiliser un deep learning. Et aujourd'hui, par des tests humains, quand on demande à un humain est-ce que le résumé qu'a fait CNN correspond à l'article que vous lisez, l'humain test répond oui, plus ou moins. Donc plus le texte est simple, plus le résumé colle au texte, et plus le texte est compliqué, plus le résumé s'éloigne un petit peu, le résumé humain. Eh bien, les résultats de l'intelligence artificielle montrent que sur des textes simples, l'intelligence artificielle est 100% reconnue sans erreur par le testeur humain, et que lorsque le résumé de CNN se détache un petit peu de la version originale lorsqu'un humain le lit, eh bien effectivement à ce moment-là, l'intelligence artificielle n'est pas encore... s'éloigne encore plus du sens du texte. Alors, maintenant se pose la question. Donc là, je vous ai fait un extrait un peu pour vous mettre un panorama qui vous montre où vont toutes ces techniques d'intelligence artificielle. Pour l'instant, je ne parle pas de robots encore, hein. Je parle d'une intelligence pure capable de faire des choix à la place d'un humain ou de l'assister dans son travail. Vers quoi on va? À quelle vitesse vont se développer ces intelligences? Alors, les points de vue parmi les experts divergent. Certains sont très optimistes, d'autres plus pessimistes. Et c'est difficile de vous donner un avis. Je vais simplement vous lire 2-3 choses qui ont été, que je trouve pertinentes. Jérôme Pessanti, donc le français qui est derrière Watson, si vous m'aviez demandé il y a 5 ans où en seraient les technologies de l'intelligence artificielle dans 5 ans, j'aurais été incapable de vous prédire ce qui est arrivé. Une autre affirmation, une autre citation de cette personne, aujourd'hui nous sommes capables d'atteindre une puissance de calcul équivalente à quelques millions de neurones et quelques milliards de connexions neuronales. L'humain compte 100 milliards de neurones et 100 trillions de connexions. Il faudra environ 25 ans de progression suivant les lois de Moore pour arriver à égaler quantitativement un cerveau humain. Donc les lois de Moore, vous savez, c'est cette loi qui dit tous les 18 mois, les ordinateurs doublent de puissance. Bon, il faut savoir que cette loi, officiellement, est caduque depuis l'année dernière, à savoir qu'on a atteint la limite atomique qui fait qu'on ne peut plus progresser dans ce sens-là, mais les fabricants ont d'autres astuces qui leur permettent, par d'autres moyens, de continuer à avancer. Un autre spécialiste de l'intelligence artificielle, un Québécois de Montréal, qui s'appelle Joshua Bengio, dit « La taille des réseaux neuronaux actuellement utilisés est de l'ordre de celui d'une grenouille. Pourtant, cette grenouille est capable de conduire une voiture mieux que vous. » Donc ça permet de comprendre que c'est pas parce qu'il y a moins de neurones
qu'on n'arrive pas à avoir des capacités de niveau égal. Alors, après tout ce que je vous ai dit là, où on en est au niveau hardware? Eh bien, Intel, en novembre dernier, en 2016, ils ont racheté une boîte qui s'appelle Nervania, qui est une société, une start-up, qui design des microprocesseurs neuroformes. C'est-à-dire qu'ils reproduisent des réseaux neuronaux en dur. Donc, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que la plupart des intelligences artificielles aujourd'hui tournent grâce à ce qu'on appelle des GPU, les cartes graphiques qui ont été designées pour manipuler des pixels à grande vitesse, et c'est parce que il y avait beaucoup d'entrées pour beaucoup de pixels qu'on peut les détourner de leur utilisation pour faire du deep learning. Eh bien, le patron d'Intel qui a racheté cette boîte affirme que d'ici 3 ans, les puces neuroformes qu'il va sortir, donc dès cette année, il y a un coprocesseur qui sort, et d'ici 3 ans, le facteur d'augmentation sera de 100 par rapport aux meilleurs GPU actuels dans les 3 années qui viennent. Ça veut dire que en loi de Moore, ça veut dire qu'on va faire en 3 ans un bond de 13 ans dans la loi de Moore. Si ce qu'il dit est vrai, grâce à un nouvel agencement en 3 dimensions des puces, enfin des systèmes de traitement en deep learning consacrés uniquement au deep learning. J'en viens aux robots. Google Car, vous connaissez. Google Car utilise beaucoup de capteurs. Nvidia, qui fabrique des cartes graphiques, lui s'est dit que finalement il y avait trop de capteurs dans tout ça, il suffisait juste d'une caméra. Et donc ils viennent de sortir une carte spécialisée en deep learning à partir de leur GPU détourné. Et avec une simple caméra et ce GPU, une voiture, quand on met ça dans une voiture et qu'on la conduit pendant 1 heure dans des routes de campagne, au bout d'1 heure, la voiture sait conduire. Donc elle avait la mémoire à 0 au départ. Hein. Elle a simplement remarqué qu'on évitait les obstacles, qu'on avançait dans une rue, qu'il y avait... Voilà. Et où il faut quelques milliers d'heures de conduite pour qu'elle sache conduire en milieu urbain. Alors qu'on était à des centaines de milliers d'heures pour la Google Car. Baxter, un robot, un cobo. Alors, vous chercherez dans les vidéos sur YouTube, vous chercherez Baxter robot. C'est pour le prix d'un SMIC annuel, vous avez un bras. Pour le prix de 2 SMIC annuels, vous avez 2 bras. C'est un robot qui est capable de rentrer dans n'importe quelle PME, de prendre un poste de travail et d'effectuer des tâches basiques, trier des pommes, lever des cajots. Il est capable de travailler à côté d'un autre humain, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le blesser. C'est très important, enfin, pour ce business-là. Et il n'y a pas besoin de programmation. Il y a simplement, on montre au robot le travail que fait un humain, on assiste un peu ses bras, et le robot sait exactement ce qu'il doit faire. Il n'y a pas besoin de langage de programmation compliqué. Foxconn, qui est l'opérateur chinois qui fabrique les iPhones, qui emploie 1 million de personnes en Chine. Foxconn s'est lancé dans la robotisation de ses usines. Il fabrique lui-même ses robots. Il a mis en place 40 000 Foxbots avec les intelligences artificielles de Google. Il vient, grâce à ces 40 000 robots, de licencier 60 000 personnes dans certaines usines, donc 60% du personnel de ces usines test a été licencié. Et
Apple demande à Foxconn, depuis l'élection de Trump, demande à Foxconn d'importer ses usines automatisées aux États-Unis, puisque Foxconn fabrique les iPhones. Vous regarderez sur YouTube les centres de tri Amazon pilotés par des robots où il n'y a plus un seul humain. Donc, quand vous commandez chez Amazon, dans certains centres de tri, vous n'avez plus un humain. Il y a des espèces de mini Fenwick qui vous déplacent. C'est absolument fabuleux. Il faut regarder ces vidéos-là. Bon, en France, on a Aldébaran qui propose des robots de compagnie, Neo et Peppers, qui fonctionnent en partenariat avec l'intelligence artificielle de Watson en mode cloud. Mais vous avez, en dehors de la robotique simple, vous avez tout ce qui est du domaine de l'imprimante 3D. Et alors je vous le cite de mémoire, donc je n'ai pas eu le temps de rechercher l'information, mais c'est Peugeot ou Renault qui, en utilisant des imprimantes 3D, sont capables maintenant de fabriquer des moteurs. Donc l'imprimante fabrique du métal qui fait 25% de poids en moins, parce qu'il est fait en 3D par des imprimantes. Donc aujourd'hui, les imprimantes 3D, on peut tout faire, et c'est une des révolutions industrielles, et tout ça va jouer sur l'emploi. Les robots militaires, les applications militaires en robotique, Alpha AI est un robot qui a coûté une intelligence artificielle qui a été mis dans des simulateurs de combat, qui a coûté 200 000 $ à développer, qui tient sur un ordinateur qui pèse 45 grammes, et dont le colonel instructeur qui a lutté contre elle dans les simulateurs dit la chose suivante. Il n'a été à aucun moment en mesure de l'emporter face à la machine, y compris en dégradant les capteurs, les systèmes d'alarme, la vitesse ou la manœuvrabilité de celle-ci. À chaque fois, le programme baptisé Alpha est parvenu à élaborer de nouveaux schémas tactiques pour s'imposer avec une vitesse de réaction 250 fois supérieure aux capacités d'un cerveau humain et à anticiper les intentions de son adversaire. Cette IA est destinée à équiper les drones de combat furtifs X-47B de l'US Navy, c'est des drones qui font 19 mètres d'envergure. Vous jetterez un coup d'œil dans les vidéos du côté de Boston Dynamics, une entreprise de robotique rachetée par Google, qui fabrique, beaucoup de gens ont certainement vu Atlas, cet humanoïde bipède qui se déplace. Alors on le voit dans une vidéo, il suit un humain dans une forêt enneigée, et il marche sur une branche ou sur un trou, et on voit qu'il va tomber, et il se rattrape au bout de 3-4 pas, comme un humain, vous savez, qui va tomber et qui se rattrape, et finalement il ne tombe pas. Il a tout un tas d'axes dans ses jambes, c'est absolument fabuleux. Alors pour l'instant, il n'a pas une intelligence réelle dans son cerveau, mais d'un point de vue de l'humanoïde capable d'être un manutentionnaire, oui, parce qu'on le voit dans d'autres vidéos où il saisit des caisses et où on le fait tomber, il se relève, etc. Ça fait un merveilleux fantassin prévisible pour l'armée américaine. Mais il y a d'autres robots comme Spot Mini, des quadrupèdes de Boston Dynamics. Et là, ils viennent de sortir un nouvel avatar, on va dire, une espèce de croisement entre Alien et Robocop qui s'appelle Handle et qu'ils ont surnommé le faiseur de cauchemars. Il faut voir ça parce que c'est... voilà, je vous en dis pas plus. Projet Avatar, un projet secret qui a été révélé à l'été dernier, qui consiste à installer dans les chasseurs américains des mini-drones en essaim, des petits drones qui font 15 cm de long. Chaque chasseur peut en lancer une centaine. Et les drones sont des drones kamikazes prêts à éliminer sur le champ de bataille l'ennemi. Bon, tout ça, tout ce qui concerne les armes pose un gros problème d'un point de vue juridique, et vous avez une énorme effervescence pour que les militaires obtiennent le droit de tuer des robots, qu'un robot décide de tuer un humain à la fin. Vous avez alors il faudra retrouver le nom, mais il y a un jeune philosophe français qui a mené une enquête pendant plusieurs années aux États-Unis. Il a sorti un livre. Comme j'ai préparé la conférence très rapidement, Chamaillot, voilà. La théorie des drones, qui explique très bien tout ça. C'est une idéologie absolument inhumaine. Voilà. Alors,
Vas-y. Alors, face à tout ça, quand on est français, par rapport à l'intelligence artificielle, ou français ou citoyen, on peut avoir la tentation du rejet, ou du moratoire, de dire, comme pour les OGM, on n'en veut pas de tout ça. Mais à mon sens, ça serait une grave erreur, parce que refuser ces technologies, sans même chercher à les encadrer, ça serait un déclassement assuré technologique, et ce déclassement technologique reviendrait également à un déclassement dans la compétitivité internationale, et donc un déclassement économique, et donc à la fin une domination par une autre puissance, à moyen terme. Alors, quelles seraient les conséquences sur le travail? Alors d'abord, il faut bien qu'on prenne conscience de l'importance du chômage en France. On nous dit que le chômage c'est 10% des Français, ça n'est pas vrai. Ça c'est le chiffre tête de gondole. Beaucoup de gens, mais Charles Sana par exemple, a évalué le chômage, c'est-à-dire le nombre de personnes en âge de travailler mais qui ne travaillent pas, à 25% de la population active globale. Et si on écarte les gens de la fonction publique qui ne peuvent pas être mis au chômage, ils ont un emploi, à ce moment-là, c'est 30% des gens qui travaillent dans le privé qui sont actuellement en non-travail, en situation de non-travail. Et cette situation, donc, va s'additionner avec ce que la robotique et l'intelligence artificielle va détruire l'emploi. Donc un certain nombre d'études dans le monde depuis 2013 ont été lancées pour essayer d'évaluer quelles étaient les conséquences de ce changement de paradigme avec l'intelligence artificielle qui arrive, et puis l'ubérisation qui n'est pas une intelligence artificielle mais qui toutes ces choses qui relèvent du numérique et qui vont détruire de l'emploi. On a eu à partir de 2013 des études très alarmistes, l'étude Frey-Osborne qui prévoyait que d'ici les 15 prochaines années, 45% des emplois américains allaient être détruits. D'autres études sont moins catégoriques, elles trouvent qu'il y a des emplois qui seront créés, mais bon, je ne vais pas toutes vous les citer, je vais juste vous... Donc, le groupe de réflexion Bruegel, le cabinet Forrester, le cabinet Gartner, Deloitte, Roland Berger pour la France, tous ces gens-là sont très pessimistes. Par contre, on a l'OCDE qui elle, est plutôt optimiste, le Forum économique mondial qui est plutôt optimiste, et puis le plus optimiste de tous, c'est Pôle emploi France. Alors, j'ai quand même écouté, ils ont fait vraiment une étude qui paraît sérieuse, mais à mon avis, ils n'ont pas une vision qualitative de ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc eux, ils ont considéré que quand un emploi allait être affecté à 10 ou 20% d'une intelligence artificielle, on n'allait pas perdre son emploi. Simplement, si des cadres améliorent leur productivité parce que une assistance artificielle leur améliore cette productivité, eh bien la tentation sera forte d'éliminer 20% des cadres parce qu'on reste à productivité égale. Si tout le monde cherche à gagner des parts de marché sur l'autre, ça ne marche pas. Les premiers, eux, pourront gagner des parts de marché grâce à ce surcroît de productivité, mais par effet d'éviction, ceux qui arriveront en second ne pourront pas gagner de parts de marché, et donc ils feront des économies par le licenciement. Donc même quand vous avez un gain de productivité de 20% par une intelligence artificielle, ce 20% va se répercuter sur une perte d'emploi. Alors, il y a des nouveaux emplois qui seront créés dans la programmation et autres, mais c'est assez difficile de mesurer la chose. En tout cas, même si c'était 10% des emplois perdus d'ici les 10 prochaines années, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, on est déjà à 30%. Et si c'est 20%, 30%, c'est un cataclysme.
Alors, une idée à garder en tête, une IA ne pourra pas égaler un humain avant longtemps, dans toutes les tâches. Par contre, une multitude d'IA vont pouvoir concurrencer et dépasser rapidement de nombreuses tâches spécifiques. Donc le mythe du robot qui fait tout, ou de l'intelligence qui est capable de tout faire, c'est pas pour tout de suite, mais par contre, par métier, par type d'activité, oui, on va avoir tout un tas d'intelligence artificielle spécialisée. Bon, donc on va, grosso modo, on est en train de passer d'un capitalisme 1.0 qui est, dans l'équation était capital plus travail égale profit plus salaire, à un capitalisme ultime 2.0 qui est capital égale profit. Celui qui possède le robot gagne de l'argent, celui qui n'en possède pas vivra de... on ne sait pas encore de quoi. Benoît Hamon a des idées pour moi. Bon, tout ça, il faut tenir compte aussi que tout ça va entraîner ce que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une sorte de boucle de rétroaction dans toute cette équation. Donc on va, si rien n'est fait, vers un déclassement de la classe moyenne et une clochardisation de la classe populaire, dans tous les pays développés. Alors les solutions, bon, j'avance une idée qui est améliorée, hein, mais que j'ai nommé le salaire complémentaire de transition, qui grosso modo, par rapport au revenu universel, qui est je fais un chèque à tout le monde, y compris ceux qui continuent à travailler, dans l'idée de ce dispositif, toute personne qui réduit son nombre d'heures de travail, par exemple qui passe de 5 jours de travail à 4 jours, donc de 35 heures à 28 heures, libère une place pour employer quelqu'un. Et alors je sais que les courbes ne sont pas linéaires, mais si tous les employés français passaient de 35 heures à 28 heures, on serait, possiblement, on pourrait créer 5 millions d'emplois. Ça ne sera pas le cas. On dirait que les courbes ne sont pas linéaires. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on aurait dû depuis longtemps réduire le nombre d'heures. Simplement, qui paye? Qui, à niveau de vie constant, qui paye le différentiel des heures travaillées, non travaillées? Puisque le choix de société se résume à soit on réduit le nombre des actifs et on augmente le nombre des chômeurs, si on reste à plein emploi 35 heures, ou alors on réduit le nombre d'heures travaillées individuellement. C'est un choix. Et donc, ce que je propose, c'est un salaire complémentaire de transition dans lequel l'État prend à sa charge le paiement des heures non travaillées. Après, il faut trouver la ressource. Où l'État puise cette ressource? Eh bien, alors il y a différentes possibilités. Je déconseille fortement de taxer les robots, parce que taxer les robots, c'est empêcher la robotisation sans contrôler le freinage, en quelque sorte. Donc c'est pas la bonne chose. On pourrait désirer freiner la robotisation dans certains secteurs, mais pas par une taxe qui freinerait la productivité du pays en entier. Donc je propose plutôt soit des taxes sur la consommation et sur les importations, enfin ça sera un mix des différentes choses que je vais vous dire, hein. Soit par une création monétaire, théorie relative de la monnaie, Stéphane Borde, soit par un programme de participation qui reprendrait les grandes idées développées par De Gaulle à l'époque et qui n'ont jamais été appliqué, c'est-à-dire que l'outil industriel français deviendrait la propriété progressive des Français, une sorte de transfert patrimonial. Et l'autre possibilité, c'est de se dire, au fond, il y a eu un clivage entre revenus des salaires et revenus du capital à partir des années 70, de la milieu des années 70, et vraiment à partir de 1983. Et au fond, on pourrait revenir au partage de ce gâteau à cette époque-là, et en partageant ce gâteau à cette époque-là, quasiment on pourrait couvrir le salaire complémentaire de transition, puisque ce sont les salariés qui ont perdu depuis, et
Pour rappel, chaque année, Challenge, la revue Challenge publie les plus hauts revenus, la progression des plus grandes fortunes. Et de mémoire, hein, il y a 3 ans, c'était plus 25%, il y a 2 ans, c'était plus 25%, et il y a 1 an, c'était plus 15%. Donc ils sont à plus 75% en 3 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'est pas la crise pour tout le monde, en fait. Alors, qu'est-ce qu'un État-nation? Qu'est-ce que la France pourrait faire pour retrouver sa souveraineté numérique? Alors d'abord, il faut juste rendre hommage à Axel Lemaire qui a repris qui était à la culture et qui a maintenant un portefeuille dans les sociétés numériques. Elle a lancé un plan de souveraineté numérique juste avant de partir. C'est un plan qui est assez symbolique, hein. Il y a un fonds avec 80 millions d'euros. Bon, il y a des bonnes intentions, mais ça n'est absolument pas suffisant par rapport aux investissements de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, quand Jérôme Pessanti est arrivé à Watson, l'année d'après, IBM investissait 1 milliard pour développer son intelligence artificielle. Alors, on a les ingénieurs qui sont parmi les mieux formés au monde. Hein. Je vous ai dit, Yann LeCun, Jérôme Pessanti, qui ont été à la tête parmi les plus grands algorithmes d'intelligence artificielle. Donc c'est pas à ce niveau-là, on a un atout maître. Alors, c'est des points de vue personnels hein, que je vais donner, mais je m'inspire de ce que dit un sociologue du numérique qui s'appelle Evgeny Morozov, un Américain d'origine russe, qui dit grosso modo que le modèle d'innovation de la Silicon Valley, si nous, Européens, on veut calquer nos développements sur ça, on a déjà perdu. Parce qu'ils ont un coup d'avance et qu'ils sont basés sur le profit du capital et que si on court derrière avec les mêmes outils, on n'y arrivera pas. Donc l'idée, c'est grosso modo de réfléchir à trouver un modèle économique et d'innovation tourné vers l'éthique et le bien commun, donc dissocié du capital risque, et où l'État décide de ce qui relève du bien commun et du service public en fait. L'Internet est un territoire de service public, et il n'y a pas de raison que les Français passent leur temps, 95% de leur temps, dans des sociétés américaines privées. Il serait de bon ton de s'inspirer, enfin d'aider l'open source, tous les logiciels open source, LibreOffice qui est un... voilà, enfin, s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre de l'open source, créer un système d'exploitation français basé sur un Linux français. Vous savez, peut-être il y a un Ubuntu qui est très bien et qui est très abouti, mais il suffirait qu'on mette quelques milliards pour avoir un équivalent de Windows ou de macOS qui soit libre et pas avec les failles de sécurité qu'on connaît. Évidemment, il faut s'intéresser aux puces, puisqu'on sait qu'aujourd'hui que les puces sont truffées, les fondeurs de microprocesseurs américains ont truffé leur puce de backdoor, enfin de portes dérobées vers d'autres services. Commencer à réfléchir à développer en France la robotique à un échelon industriel comme le font les Allemands, parce que si on veut robotiser le pays, autant que ce soit fait avec des robots qui soient fabriqués en France, c'est pas qu'on les achète en Allemagne. Réfléchir au concept d'État fabricant en dernier ressort, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter en Chine, imaginons, la filière textile, elle est complètement détruite en France aujourd'hui. Tout est fabriqué au Bangladesh, en Chine. On pourrait imaginer que l'État se dise, voilà, il n'y a plus besoin d'acheter dans un pays à bas coût. Nous, État, on va créer une usine, des usines géantes, robotisées,
Et les faiseurs de vêtements, les marques de vêtements vont nous envoyer leurs commandes, leur design, et nous allons livrer les faiseurs de vêtements. Voilà un plan de robotisation de la filière industrielle qui ne nuirait à aucun faiseur privé en France, puisque tout est détruit. Bon, il y aurait ce type d'exemple peut être généralisé à d'autres domaines. Bon, alors, j'en arrive, je suis bientôt à la fin. Je vais vous détailler un certain nombre de concepts qui relèvent de la perte de souveraineté, de la dictature, de l'éthique et de la démocratie. Il n'y a pas de lien forcément logique, mais j'ai mis ça un peu en dernier. L'algocratie, donc c'est un concept que je vous détaille, hein, mais l'algocratie, c'est le fait qu'avec les big data, tout un tas de décisions qui dépendent de vos vies, de vous assurer, d'obtenir un crédit à la banque, ces décisions vont relever d'algorithmes que votre banquier ne comprend pas, et il va vous dire vous ne pouvez pas avoir de crédit, et il sera incapable de vous dire pourquoi. Et donc d'un seul coup, un pouvoir humain devient incontrôlable, on ne sait pas qui le possède, c'est un algorithme, et votre vie en dépend. Il y a une réflexion éthique à avoir sur ça. Un autre concept développé par Evgeny Morozov, que je nomme l'applicratie, tous les objets connectés, tous les systèmes qui vous apportent un service, les Uber, qui vous apportent un service quand vous cliquez sur quelque chose, en fait, la plupart du temps, ça vise à détruire l'état social. C'est-à-dire que tous les objets connectés ont plus ou moins un rapport avec le fait qu'une assurance va utiliser vos datas pour vous proposer des tarifs plus compétitifs que la sécurité sociale et vous engager à quitter la sécurité sociale si on vous y autorise, et non plus à être solidaire en face du reste de la nation. Donc voilà, l'applicratie, c'est le pouvoir de transfert, le transfert de pouvoir grâce ou à cause de sociétés privées vers le secteur assurantiel. Une autre idée à avoir en tête, c'est qu'avec toute l'accumulation de technologies que je vous ai présentées, de surveillance, de monitoring de population, c'est-à-dire de savoir par avance ou en temps réel ce que pense la population, quand est-ce que les bonnets rouges sont prêts à sortir les baïonnettes, également la façon dont on peut manipuler les réseaux sociaux avec des agents intelligents pour faire de l'ingénierie sociale, hein, créer des idéologies ou casser des mouvements sociaux. Avec toutes ces technologies-là, on peut aboutir à une cyberdictature. Imaginez qu'Hitler ait possédé ce genre d'outils, eh bien on rentrerait dans une cyberdictature qui serait une cyberdictature éternelle. Et même on pourrait parler de neurodictature, parce qu'on vous mènerait par le bout du nez en fait. On saurait par avance ce que va penser le peuple, et on pourrait même vous adresser des messages en privé parce que, comme pour le Brexit ou pour Trump, on sait ce que vous pensez vous, et on va pouvoir vous adresser un message correctif par rapport à ce que vous pensez. Alors je passe les décodex et autres choses qu'on voit depuis quelque temps. Aujourd'hui, on est le 27, c'est aujourd'hui que Google lance son check cross-check, qui est l'équivalent mondial du décodex pour la France. Je vous engage à aller chercher du côté de ce mot, vous verrez, c'est sympa. Bon, en septembre dernier, Google, Facebook, IBM, Microsoft et Amazon, pas Apple, ont créé une société, une association à but non lucratif qui... Non, ça a l'air un peu sincère. Un peu, donc ça va regrouper des scientifiques et autres pour réfléchir à l'éthique de l'intelligence artificielle, à poser
des livres blancs, à faire des choses, voilà, à réfléchir ensemble. Ils se sont mis ensemble, donc ils ont... Voilà. Alors, face à tous ces risques de perte de souveraineté, là c'est ma sensibilité qui parle, hein, mais il faut s'orienter vers un État fort, un État stratège, capable de résister aux ingérences de toutes ces puissances privées et d'États étrangers, extérieurs, au pouvoir financier et économique des sociétés transnationales. Et ce qui va de pair avec cet État fort, c'est une démocratie forte, pour garder sous contrôle cet État. Les deux vont de pair. Puisque le risque, hein, comme je l'ai dit juste avant, si jamais on tombait dans un système autoritaire, on ne pourrait plus en sortir avec les technologies d'aujourd'hui. Donc il faut veiller à un État protecteur et que cet État soit sous contrôle d'une démocratie citoyenne. Sur la recherche, donc, se pose la question par rapport à toutes ces technologies, vers quoi on doit aller, où est le bien commun, quelle est la volonté générale du peuple. Je vous engage à vous intéresser aux travaux de Jacques Testard, qui est un scientifique français, un biologiste français, le père de la petite Amandine, comme on dit, mais qui depuis un certain nombre d'années s'est intéressé au problème de comment on décide dans la science sur les problèmes complexes. Et lui est arrivé à l'avis que ce n'était pas aux scientifiques de décider de là où devait aller la science. C'était aux citoyens de prendre des décisions. Mais comme ces décisions sont très complexes, il a commencé à s'intéresser à des mécanismes de démocratie comment on fait pour que des gens ordinaires prennent des décisions éclairées sur des sujets complexes. Et donc il a développé, en s'inspirant de modèles venus d'ailleurs, quelque chose qu'il appelle la conférence de citoyens, et dans lequel 25 citoyens sont tirés au sort, alors 25 parce que les moyens sont limités, mais, et ils vont réfléchir pendant plusieurs semaines, ils vont être payés pour ça. Ils vont auditer des experts qui vont être nommés. Alors il y a un système de nommage des experts qui évite les conflits d'intérêts. Je ne rentre pas dans le détail parce que je n'ai pas le temps. Mais au bout du compte, l'idée, c'est de dissocier la décision politique des experts. Les experts sont là pour éclairer les citoyens qui vont prendre le temps de s'informer et au bout du bout, donc les experts sont contradictoires, bien sûr on prend les deux camps, ils vont s'affronter et au bout du bout les citoyens vont décider de quelle est la bonne orientation. Je pense que c'est un dispositif qui pourrait nous apporter beaucoup dans les décisions éthiques et politiques à venir. Voilà, alors je vais conclure ma conférence par la pensée d'un grand philosophe du XXe siècle et un peu du XXIe, c'est un certain David Rockefeller, fondateur de la commission trilatérale et du groupe Bilderberg, qui déclarait en 1999 au magazine Newsweek: « Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. » Je vous remercie.